Aujourd'hui, c'est Jean-Claude Giraud, commissaire du Mondial de l'Auto, qui est mon invité. Bonjour Jean-Claude, ça roule ? Bonjour, ça roule. Voilà. Alors vous êtes d'une famille, issue d'une famille qui baigne depuis longtemps dans l'huile de vidange, on peut le dire, puisque votre grand-père a travaillé chez Bugatti, votre père chez Talbot, Bugatti, Ford, Fiat et Simca. Vous-même, vous avez débuté votre carrière chez Chrysler Europe dans les services financiers d'abord, puis vous êtes orienté dans le commercial et les relations publiques chez Renault Trucks, puis Volvo Group France jusqu'en 2016. Vous êtes également président de l'Association française du gaz naturel pour véhicules. Et depuis le 1er juin 2016, vous êtes directeur général d'AMC Promotion et donc qui organise le salon de l'auto, donc commissaire général du salon auto, moto, mais également cycle. Exactement. J'ai bien renseigné. En parallèle, vous êtes un féru d'arts martiaux, il faut le signaler, grand sportif, plus particulièrement de kendo, 7e dan, je crois, ex-capitaine de l'équipe de France amateur. Oui, oui. C'est ça. Puis coach des équipes de France, vous avez été quand même 6 fois champion d'Europe et 9 fois champion de France. Chapeau, chapeau. Alors moi, je suis plutôt keno que kendo, donc ne vous énervez pas hein, si mes questions sont parfois un petit peu taquines et provocatrices. Alors rentrons dans le vif du sujet. Si j'arrive à tourner ma page, voilà, c'est fait. Vous le savez, comme toujours, cette émission est divisée en 2 parties. Vous pourrez trouver sur le média, sur Internet. Dans la première, nous allons évoquer le salon auto, les salons auto en général et leur futur avenir. Et dans la seconde, nous traiterons de la mobilité. Jean-Claude, est-ce que d'ores et déjà nous pouvons faire un bilan, chiffres et données, du mondial ? Oui, beaucoup de vos confrères l'ont déjà fait pour nous. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des félicitations ou vraiment des satisfactions, il vaut mieux que ce soit les exposants, les visiteurs et les journalistes qui le fassent plutôt que nous. Oui. Mais c'est vrai qu'on a fait une belle édition en 2018. Combien de personnes Plus d'1 million encore, D'accord. Malgré que nous avions 5 jours de moins, à la demande de mes exposants, 5 jours de moins, parce qu'avant c'était 16 jours, 3 week-ends, donc ça a des coûts, les gens étaient fatigués, oui, et donc on s'est remis sur une durée moyenne de tous les salons automobiles du monde. Donc mathématiquement, on aurait dû avoir au moins 400 000 personnes de moins, mathématiquement, mais c'est sûr que les passionnés sont venus pendant les heures d'ouverture, et tous les événements que nous avons faits à côté de l'auto, et nous allons avoir l'occasion d'en parler, ont fait qu'on a eu plus d'1 million de visiteurs, donc c'est quand même fabuleux, plus de 400 000 pour la moto. C'est ça. Et des satisfactions, on a fait une étude par le cabinet Nielsen qui montre que un pourcentage très élevé, puisque les exposants à 87% sont eux satisfaits de ce mondial, et que les visiteurs interrogés sont aussi satisfaits du mondial 2018. Alors également des emplacements réservés à la technologie, à la mobilité, est-ce qu'on peut en parler ? Oui, bien sûr. À côté donc du mondial de l'auto, j'ai rassemblé d'abord le mondial de la moto. C'était une de mes premières décisions. D'accord. Un peu parfois difficile au départ, avec les constructeurs moto qui avaient peur d'être avec l'auto, etc. Mais c'était un vrai salon, un vrai mondial de la moto, et ils l'ont tous reconnu avant, puisqu'ils ont travaillé avec nous de concert. Et je dois le dire, on a travaillé avec tous nos exposants, parce que à la fin du salon 2016, j'avais dit, on va dès maintenant préparer le salon 2018 avec vous, parce que c'est votre salon, c'est pas le salon de l'organisateur, c'est le salon des exposants. Et donc, ils se satisfont que ce salon de la moto ait réuni autant de personnes, autant de visiteurs, et on a créé 2 autres événements, en fait, Mondial Mobilité, oui, en parlant de toute la mobilité, y compris donc du vélo électrique déjà au transport en commun, et Mondial Tech, qui était le salon, et comme j'ai fait venir aussi Gary Shapiro, etc., vous voyez, on a fait venir l'électronique, les startups, etc., sur la mobilité. Je crois que c'est l'avenir tous les sujets qui se rejoignent effectivement. Est-ce qu'en termes de mobilité, vous attendez plus dans les années à venir ? Il y avait peut-être pas assez d'exposants cette année. Comment ça se... Oui, c'était une première édition. Autant le salon de la moto existait sous une forme différente, mais c'était déjà connu. Mais le salon, le mondial de la mobilité et le mondial tech, ce sont 2 nouveautés. Donc, on a constaté effectivement qu'on avait des défauts de jeunesse pour ces 2 événements, mais c'est normal. Quand on crée un événement, il fallait d'abord oser se lancer, c'est ce qu'on a fait. Mmh. Et nous avons quand même réussi, de l'avis, encore une fois, des exposants et des visiteurs. Mais bien sûr, il y a beaucoup de choses à améliorer. Un certain nombre de constructeurs automobiles étaient absents. Comment faire pour les faire revenir ? Pourquoi d'abord ? Et ensuite, pour les faire revenir ? Alors, malheureusement, c'est une tendance qui augmente. En 2016, j'avais déjà subi un certain nombre d'absences. Oui.
qui se justifie, qu'il justifie par différentes raisons. Des raisons économiques, des raisons qu'ils n'ont pas de produits nouveaux à présenter. Enfin bon, je ne commande pas les stratégies commerciales des exposants qui ne sont pas là, même ceux d'ailleurs qui sont là, je ne les commande pas, c'est pas mal de les commenter. Mais je pense quand même qu'il y a quelque chose un peu de faussé dans le raisonnement. Parce que quand certains constructeurs disent avec le digital, avec tout ça, on n'a plus besoin de salon, je m'élève en faux. Parce qu'un salon modernisé, renouvelé, c'est le seul endroit où on peut avoir tant de visiteurs, tant de prospects. D'abord, le chiffre de prise de commande des exposants présents le prouve. Et c'est en moyenne ? Je ne peux pas dire en moyenne, mais Renault, par exemple, dit on a pris une commande toutes les 5 minutes. Ah oui, quand même. Bon. C'est pas sur Internet que ça se passe. Et tous les objectifs fixés par les constructeurs étrangers et français ont été dépassés, d'après ce qu'ils me disent. Comment peut-on avoir un événement où on reçoit plus de 10 000 journalistes du monde entier et avoir une couverture médiatique pendant cette durée de temps ? C'est clair. Donc, c'est quand on me dit... la seule façon de voir vraiment les modèles Et il faut voir son client, parce qu'effectivement, moi je dis que la digitalisation, et c'est pour ça qu'on a créé des nouveaux outils, ça permet de préparer sa visite, ça permet de préparer sa commande, mais le client... par passion ou par besoin, parce qu'il va acheter un nouveau véhicule, il a besoin de voir le véhicule, il a besoin de discuter avec des commerçants pour avoir des points de vue techniques, etc. Donc, nul ne peut remplacer un salon. Mais je suis inquiet sur la pérennité de certains salons, y compris Paris. On a sauvé en 2016-2018 Paris, on en a fait ce qui reste le plus grand salon du monde en termes de visiteurs, et on a fait une belle vitrine pour la filière automobile dans son ensemble. Mais quand on voit Détroit, qui se passe aujourd'hui, en ce moment même, où il y a beaucoup de constructeurs encore absents, que Genève, qui va se passer au mois de mars, beaucoup de constructeurs ont annoncé déjà leur absence, même ceux qui disaient qu'il n'y aurait plus qu'un seul salon en Europe, c'est Genève. Ils ne seront pas là cette année. Donc c'est pas bien pour l'ensemble des salons. Donc est-ce qu'il faut peut-être pas imaginer des évolutions pour la prochaine édition, rassembler un petit peu tout le monde, avoir un petit peu d'ingéniosité ? Qu'est-ce qui est prévu ? Voilà, l'ingéniosité, on l'a démontré pendant le salon 2018. Il faut aller encore plus fort dans cette voie-là, de manière à ne pas faire un salon traditionnel. Alors plus précisément renforcer la mobilité. Ouais. C'est l'avenir. C'est l'avenir, les mobilités. Et puis, ce qu'on a fait en Mondial Tech, qu'on va refaire au mois d'octobre dans le cadre d'Équipe Auto, Mondial Tech, il faut l'ouvrir plus. Notre erreur, je pense, une de nos erreurs que nous avons faites, c'est qu'on a voulu vraiment professionnaliser Mondial Tech. C'était un événement que B2B. Et je crois qu'il faut quand même qu'on l'ouvre. Parce que dans le cadre d'une semaine de Mondial Tech, on a organisé 127 conférences de haut niveau, parce qu'il y avait des grands intervenants qui ont parlé de toute la filière automobile, donc pas que seulement la voiture électrique, pas seulement les voitures autonomes, mais tout l'IoT, toute l'intelligence artificielle qu'il y avait dans les voitures. Et donc ça aurait intéressé aussi des visiteurs qui sont passionnés et qui ont aujourd'hui un niveau de connaissance aussi élevé, mais qui sont très demandeurs d'avoir des nouvelles sur ce que va être leur voiture de demain. Donc il faut l'ouvrir, et c'est vers ça sûrement que nous allons nous orienter. Pour l'année prochaine. Alors justement, à ce propos d'un côté pratique, est-ce qu'il y aura un seul billet, un seul pass pour accéder à tout ? Quels seront les tarifs ? Nous n'avons pas encore, bien évidemment, tout fait. Il y avait un seul tarif cette année, enfin 2018, c'est déjà l'année dernière, pour aller Mondial Auto et Mondial Mobilité. C'était un seul tarif. Et voir notre exposition thématique, les routes mythiques, qui a eu un énorme succès. D'accord. Donc c'était un seul billet. Donc a priori, effectivement, il y avait un billet différent, parce que c'est un événement B2B pour Mondial Tech. Donc si vous arrivez à rassembler je pense qu'on va tout, ça sera toujours un seul pass. Voilà, je pense qu'on va améliorer ça pour le même prix. C'était quoi le prix Le prix moyen, c'était 16 €. D'accord. Ce qui n'est pas cher, parce que le temps moyen de visite, on l'a augmenté largement, parce que le temps moyen de visite cette année était de 5h21. Ah oui, quand même. Alors qu'en 2016, il était de 4h32. Ce qui était déjà énorme. D'accord. Et quand je dis ça à mes collègues et néanmoins concurrents des salons étrangers, aussi bien asiatiques qu'américains ou européens, ils disent « mais 4h32, mais qu'est-ce qu'ils faisaient ?» Mais justement, avec tout ce qu'on démontrait déjà en 2016, tout ce qu'on démontrait à côté de l'auto et autour de l'auto, les gens restent longtemps.
Et 5h21, ça montre bien l'attrait qu'il y a eu pour le salon de la moto et de la mobilité, où les gens, ils peuvent passer une journée entière en famille, parce que la moyenne de nos visiteurs, c'est 3 personnes. D'accord. Donc on voit qu'on vient en famille, avec son épouse, ses enfants, etc. Et il y avait beaucoup de jeunes. Contrairement à certains qui disent que la voiture n'intéresse plus les jeunes, eh bien, on en reparlera dans la deuxième partie au niveau de la mobilité. Justement, vous parliez des concurrents européens. Est-ce que ça ne peut pas devenir justement des amis, c'est-à-dire une association, peut-être une alliance avec des salons électroniques pro ou grand public comme entre Genève et l'IFA de Berlin, le CES de Las Vegas ou encore le World Mobile Congress de Barcelone? Est-ce qu'il n'y a pas des associations à faire justement pour être plus fort? Oui, c'est pour ça que j'ai fait un premier pas cette année en faisant venir Gary Shapiro, CES de Las Vegas. Je ne sais pas si on le refera, alors, on est concurrents sans l'être. Parce que, par exemple, avec Francfort, nous sommes en alternance. Nous, c'est en année paire, eux, c'est en année impaire, donc ça va être cette année. Bon, entre parenthèses, mon homologue de Francfort, quand il est venu 2 jours avant la fin du salon, il m'a dit « t'as mis la barre haute ». Et donc, on va avoir du mal pour faire une édition semblable en octobre 2019. Tant mieux, ça tire vers le haut. J'y oui, depuis qu'un an. Ouais. Mais j'avais dit avant l'ouverture du salon qu'avec les nouvelles idées que nous avons apportées, nous allons être copiés. Et c'est souhaitable, parce que comme ça renforce la compétition et il faut toujours être meilleur. Vous avez cité mon passé de compétiteur, et je suis compétiteur, donc j'aime bien la concurrence et j'aime bien gagner. Donc voilà, ça va entraîner, je l'espère, une émulation, si tout le monde nous suit, dans nos actionnaires, et s'ils décident d'aller vers ce sens-là, ce que l'on verra dans les semaines à venir. On est presque arrivé au terme de cette première partie. Je voulais avoir le bilan financier du salon parisien. Est-ce que c'est rentable? Oui, c'est rentable. C'est rentable. Les chiffres? Non, je ne communiquerai pas les chiffres. Ça reste entre nous. Non, justement. Personne ne nous regarde. Justement. Mais le salon de Paris a toujours été très rentable. D'accord. Au bénéfice de nos actionnaires. Et par contre, cette année, nous avons beaucoup investi sur différents événements dont on vient rapidement de parler, la parade aussi, que c'est une nouveauté qui n'a jamais été faite. Donc tout ça, ça a coûté de l'argent, c'est de l'investissement parce qu'il fallait sauver le soldat Ryan, sauver Paris et montrer que Paris reste attractif. Et on l'a démontré, ça a coûté un peu d'argent, c'est vrai, mais c'est de l'investissement pour les années futures. Je rappelle, vous parliez des absents, je me plais à dire qu'il y avait 2 constructeurs, un chinois, un vietnamien, qui sont venus à Paris alors qu'ils n'ont aucun produit homologué et homologable pour l'instant en France. Mais ils ont dit, nous, on vient montrer nos produits à Paris parce qu'on sait que c'est une grande vitrine pour l'automobile mondiale et que le salon de Paris est le plus grand salon du monde. Donc nous, on vient à Paris. Donc ce qui vient démentir un peu ceux qui ont boudé Paris pour différentes raisons que nous avons évoquées. Dernière question dans cette première partie. On ne pouvait pas vous recevoir sans vous demander votre vision de l'affaire Carlos Ghosn. Bah, j'en parlerai pas. Un sentiment personnel. Mon sentiment personnel, c'est que, comme d'habitude, malgré qu'en France, il y a une présomption d'innocence qu'il n'y a pas au Japon. Donc c'est la grande différence. Mais même en France, il y a une présomption d'innocence, mais on est prêt à démolir quelqu'un et démolir la réputation de quelqu'un qui a été monté au pinacle et qui a fait un travail extraordinaire pour l'industrie automobile française et pour cette marque française. Donc je ne comprends pas que tant qu'on n'ait pas des éléments réels, et non pas des on-dit ou des fake news ou pas, qu'on se déchaîne sur quelqu'un. Et qu'on ne le soutienne pas. Et qu'on ne le soutienne pas. On est français. Renault Nissan, c'est un grand groupe mondial aujourd'hui qui est extraordinaire, qui emploie de nombreuses personnes en France et dans le monde. Donc moi, je ne me prononce pas sur le fond, je connais pas l'affaire, mais je trouve que ce soit en politique ou en affaires, quand on détruit la réputation de quelqu'un sans vraiment avoir des éléments, c'est pas très sain. Fin de la première partie, on se retrouve bien évidemment dans la seconde pour parler plus exactement de mobilité.